Alors, dans cette vidéo, nous allons voir un exercice très intéressant sur une particule chargée qui va avoir un mouvement hélicoïdal sous l'action d'un champ magnétique B0. Donc on a ici une particule Q qui va partir initialement de 0, donc la position M à t égale 0, c'est 0, 0, 0, c'est le centre du repère. On a ici des axes en cartésien, en coordonnées cartésiennes x, y, z, et le vecteur vitesse initial, v de 0, ce sera v0 selon x, 0 selon y, et v0z selon z. C'est-à-dire qu'en fait, v0x, je vais le noter v0 pour plus de simplicité, puisqu'on va voir que par la suite, on va beaucoup utiliser v0. Et donc là, schématiquement, ça fait que j'ai v0, le vecteur, attention, v0x, et ici v0z, qui est vertical vers le haut, mais en fait, j'ai fait exprès de le découper, on va voir pourquoi. Et on a le champ magnétique B0 qui lui est constant et qui est vertical vers le haut. Donc on cherche ici le mouvement de la particule sous l'action de ce champ magnétique. On va faire le cas où Q est positif et le cas où Q est négatif, et on va voir qu'en fait c'est juste à la fin que ça change quelque chose, mais pas dans les calculs intermédiaires. Et on va montrer également que la vitesse est constante, et on va le montrer de deux manières différentes. Alors, pour trouver le mouvement de la particule, on va tout simplement appliquer la deuxième loi de Newton à la particule. Donc la deuxième loi de Newton nous dit que la masse fois l'accélération est égale à la somme des forces. Sachant ici qu'on nous disait qu'on néglige le poids par rapport à la force électromagnétique, donc ici la seule force qu'on va prendre en compte, c'est la force Q, facteur de E plus V vectoriel B, sauf que comme il n'y a pas de champ magnétique, ce sera juste QV vectoriel B. Donc la seule force qu'il va y avoir ici, ce sera Q fois V vectoriel B, la force de Lorentz classique. Et normalement c'est plus E ici, mais il n'y a pas de E, il n'y a pas de champ électrique, donc il y a juste Q vectoriel B. Alors je vais mettre B0, parce que ici le champ magnétique c'est B0. Et l'accélération, pour l'instant, je vais laisser l'accélération, on va voir après comment on l'exprime. Alors l'idée, comme d'habitude, c'est de projeter ça dans les repères, dans le repère X, Y et Z. Donc, ce qu'on peut faire, c'est l'accélération, l'exprimer en tant que x point point, y point point et z point point, ça c'est tout à fait possible. Sauf que ici, je vous invite à le faire, vous allez voir, c'est assez compliqué. C'est beaucoup plus simple de dire que x point point c'est vx point, y point point c'est vy point, et z point point c'est vz point. Parce qu'on sait que l'accélération c'est la dérivée de la vitesse, c'est-à-dire vx point, vy point et vz point. On sait aussi que c'est la dérivée seconde de la position, mais moi je vais plus utiliser cette formule-là. Donc là, je vais avoir Vx point, ici Vy point, et ici Vz point. Maintenant QV vectoriel B, donc le Q c'est une constante, qu'elle reste devant. Ensuite le V, le V, puisque ici j'ai Vx point, Vy point, Vz point, là je vais avoir Vx, Vy et Vz. Et ici, vectoriel B0 qui est selon Z, c'est-à-dire 0, 0 et B0. Maintenant, je vais faire le produit vectoriel avant de projeter. Alors, le produit vectoriel, pour avoir selon X, je bats la première ligne et je fais ça fois ça, moins ça fois ça, c'est-à-dire VY, B0, je vais mettre B0, VY, moins VZ fois 0, c'est-à-dire moins 0. Ensuite, pour avoir ici la deuxième coordonnée, je barre la deuxième ligne et je fais ça fois ça, moins ça fois ça, mais en multipliant par moins 1. C'est-à-dire j'aurai Vx B0 moins 0, mais donc comme il y a un moins, c'est moins B0 Vx. Bon, je ne détaille pas le détail du calcul vectoriel, c'est plutôt simple, on l'a vu dans d'autres vidéos, je vous invite à aller les voir pour plus de détails. Et enfin, selon Z, donc je barre la troisième ligne, je fais ça fois ça, moins ça fois ça, mais là ça fait 0, moins 0, 0, moins 0, ça fait 0. Donc ça me donne ça. Et à gauche, j'ai M, toujours, fois Vx point, Vy point et Vz point. Maintenant, je vais commencer par projeter déjà selon Z, parce qu'on va voir que ça permet de simplifier grandement les choses. Selon Z, ça me donne ici M fois Vz point, qui est égal à Q fois 0. Q fois 0, ça fait 0. Mais si M fois Z point est égal à 0, c'est pas le M qui vaut 0, c'est pas la masse, donc ça veut dire que Z point est égal à 0. Donc ça veut dire que Vz point est égal à 0, et donc ça veut dire que Vz est égal à une constante K. Sauf que c'est quoi cette constante K? C'est Vz de 0, parce que là, il ne faut pas oublier que c'est Vz de t. Et donc pour calculer la constante, je la calcule à n'importe quel moment, notamment à t égale 0. Et donc à t égale 0, je sais que la constante c'est V0z. J'en déduis donc que Vz de t est égal à V0z. C'est-à-dire que la vitesse selon l'axe z sera égale à constante, sera égale à V0z.
Et donc, puisque j'ai ça, je peux aussi en déduire la position. Je vais le faire tout de suite. Donc j'ai Vz de t qui est égal à V0z, et donc je peux faire la primitive pour avoir z de t. Z de t, du coup, c'est V0z t plus une autre constante c. Or, la constante c, pareil, je remplace t par 0, ça fait z de 0 égale 0 plus c, sauf que z de 0, ça fait 0, et donc j'ai directement la constante qui vaut c. Je n'étale pas le calcul, ici c'est plutôt simple, mais en tout cas, ça nous donne ce résultat-là. Donc V0z, hein, c'est V0 indice z, bien évidemment. Pas fois z, hein, mais c'est indice z. Donc ça, c'est pour ça que j'ai fait d'abord la projection selon z, parce qu'on voit que ça se simplifie très très bien. Maintenant, faisons la projection selon Vx et Vy. Alors là, je suis obligé de faire les deux d'un coup, un système, parce que si je le fais, je vois que ici j'ai Vx point qui va dépendre de Vy, et Vy qui va dépendre de Vx point, c'est-à-dire que j'aurai un système couplé. Et donc, je suis obligé d'écrire les deux lignes en même temps. Donc la première ligne, ça me donne mvx point égale q fois b0 vy. Donc, c'est parti. Donc la première ligne, ça me donne n m fois vx point est égal à q fois b0 fois vy. Et pour la deuxième ligne, ça me donne m fois vy point qui est égal à moins qb0 fois vx. Je vais réécrire juste la première ligne parce qu'on ne voit pas grand-chose. Hop, donc mvx point ici. Tac. Et ici, qb0 vy, qb0 vy. Et donc je fais un système puisque je vois que ici, hein, j'ai vx qui dépend de vy et vy point qui va dépendre de vx. Maintenant, pour résoudre ce système, il y a plusieurs méthodes. On avait vu ça dans une vidéo particulière, donc je vous invite à aller la voir, mais sinon, de toute façon, je vais refaire la démonstration ici. C'est qu'il y a deux méthodes, une avec les complexes et une directe. Moi, je vais faire la directe parce qu'elle est beaucoup plus rapide. Donc la méthode directe, c'est très simple, c'est tout simplement de dériver la première équation. Si je dérive la première équation, ça fait m fois vx point point, parce que le m est une constante. QB0, c'est une constante aussi, ça reste, et donc fois vy point. Sauf que vy point, eh bien, je le connais, c'est égal à ça divisé par m. Donc ça me fait finalement, si je mets directement, QB0 fois vy point qui vaut tout ça sur m. Donc tout ça sur m, ça fait moins qb0 vx divisé par m. Et donc là, alors la deuxième ligne, je ne la réécris pas pour l'instant, hein, je la laisse. Et donc, si je passe le m de l'autre côté, j'aurai finalement vx point point qui est égal, alors là j'ai moins, q fois q ça fait q carré, b0 fois b0 ça fait b0 au carré, et le m que je passe en dessous, avec le m ici, ça va faire du m carré, et il me reste juste le vx à mettre. Et donc là, je vois que ça, c'est positif, je peux l'appeler oméga, donc je vais l'appeler oméga carré qui est égal à q carré fois b0 carré sur m carré, bien évidemment sans le moins, puisque le moins, lui, ça ferait un truc négatif. Et donc ça fait que oméga, finalement, qui est égal à qb0 sur m. Et donc en faisant ça, ici j'ai moins oméga carré vx, et donc si je le passe à gauche, ça fait vx point point plus oméga carré vx qui est égal à 0. Et ça, je l'écris sous cette forme-là, puisque là, je reconnais l'équation différentielle du second ordre d'un oscillateur non amorti. Non amorti, puisqu'il n'y a pas la dérivée première vx point. Et donc ça, pour résoudre, je sais parfaitement qu'est-ce que ça vaut, d'après le cours, sur les équations différentielles. Je sais qu'à ce moment-là, vx de t est égal à une constante grand A fois cosinus de oméga t, plus une constante grand B, on peut l'appeler grand C éventuellement pour ne pas confondre avec le champ magnétique, hein, grand C fois le sinus de oméga t. Donc ça, c'est pour Vx de t. Et une fois que j'aurai Vx, c'est facile, je pourrais ici par exemple remplacer le Vx en le dérivant, et comme ça j'aurai mon Vy. Ou alors, pour avoir Vy, je peux faire aussi ici, je dérive la deuxième équation, ce qui me donne du Vx point, je remplace ici, et en fait on obtiendrait quasiment la même équation ici. Et donc à ce moment-là, on peut résoudre aussi, mais ça sert à rien de se casser la tête. Moi je veux résoudre d'abord Vx, et puis après je réinjecterai dans la première équation pour avoir le Vy. Alors, si on fait ça, justement, donc je vais garder ces deux premières équations, je vais juste résoudre ici avec ça, donc là je garde en tête, oméga, je vais le mettre en haut, que oméga est égal à qb0 sur m. Alors, hop, je vais rechanger
de stylo. Donc j'ai oméga qui vaut QB0 sur M. Hop, voilà. Au passage, on pourrait vérifier que c'est bien homogène à une pulsation. Ça dira des radians par seconde, je ne vais pas le faire, mais je vous invite à le faire, vous verrez que ça marche très bien. Donc à ce moment-là, ce qu'il faut faire d'abord avant de remplacer, c'est trouver les constantes A et C. Et pour trouver les constantes A et C, ce que je vais faire, c'est calculer Vx à t égale 0, donc Vx de 0. Si je calcule Vx de 0 à t égale 0, donc là cos de 0 ça fait 1, donc ça fait grand A, et là sinus de 0 ça fait 0, donc ça fait grand A. Attention, ça c'est Vx de 0, sauf que Vx de 0 par définition c'est V0. Donc j'en déduis que grand A est égal à V0. Maintenant par contre la position initiale, là c'est un petit peu plus compliqué. Pour le C, c'est un petit peu plus compliqué. En réalité, il y a plusieurs méthodes, mais moi ce que je vais faire, c'est soit remplacer là-dedans, et puis comme ça je trouverai la condition par rapport à Vy de 0. C'est tout à fait possible, c'est ce qu'on va faire. Deuxième possibilité, c'est que je fais la primitive de Vx pour trouver x de t, la position, et après j'utilise les conditions initiales sur v de 0, enfin sur la position pour m de 0, pardon, pour avoir les constantes a et c, enfin surtout la constante c, parce que la a je l'ai déjà. Alors comme ici c'est un peu plus dur, ce que je vais faire, hein, c'est tout simplement en effet remplacer directement ici le Vx point, et puis après on verra ce que ça donne avec Vy de 0. Donc si je remplace dans la première équation, ça me fait m fois Vx point de 0, donc Vx point, donc je remplace directement le a par V0, parce qu'on vient de voir que a c'était V0. Vx point c'est la dérivée ici de ça. La dérivée de cos oméga t, c'est égal à moins, alors, hop, pardon, donc c'est mvx point, pardon, hop. Donc ça donne moins v0 oméga fois sinus de oméga t, parce que quand je dérive cos oméga t, ça fait moins oméga sinus oméga t. Et ici, plus c oméga fois cos de oméga t, puisque ça c'est le sinus de oméga t, sa dérivée c'est oméga cos oméga t. Et donc ça c'est m fois vx point, et donc qui est égal à qb0 fois vy. Vy, bien sûr, sous-entendu, de t. Et donc là, ce que je vais faire, c'est le même principe, c'est que je vais remplacer le t par 0. Et donc si je remplace le t par 0, sinus de 0, ça fait 0, donc tout ça, ça s'en va. Et cos de 0, ça fait 1. Donc finalement, ici, il reste c oméga avec le m. Donc ça me fait mc oméga, si je remplace le t par 0. Et à droite, ça fait vy de 0. Puisque, avec le qb0 hein, en facteur. Sauf que Vy de 0, on voit que ça vaut V0, puisque V à l'instant initial, ça vaut 0 pour Y. Donc tout ça est égal à 0. Sauf que si MC oméga vaut 0, et bien comme le M et le oméga ne valent pas 0, j'en déduis que le C est égal à 0. J'ai donc ici le C qui vaut 0, et donc je vais l'enlever tout de suite, comme ça ce sera fait. Et donc j'ai le C qui vaut 0. Donc voilà, comme on voit, ça c'est une méthode hein, pour trouver le C, il y en a d'autres, mais en tout cas celle-là, on voit qu'elle marche très bien. Et donc si Vx finalement est égal à V0 cos oméga t, bah, je peux remplacer maintenant ce que j'ai dit hein, là-dedans, sauf que là je viens déjà de le faire ici, donc je ne vais pas tout refaire. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement reprendre l'expression ici, mais sans remplacer t par 0. Je vais juste remplacer le c par 0, parce qu'on a vu que le c il valait 0. Donc si c vaut 0, ça me donne ça. Et donc à ce moment-là, j'ai juste à prendre mon qb0 et le diviser, puisque Vy de t, c'est ce que je cherche ici. J'ai donc Vy de t qui est égal à moins m V0 oméga fois le sinus de oméga t divisé par q fois B0. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est remplacer le oméga par ce que ça vaut, puisque oméga, ça vaut qb0 sur m. Et donc ici, je vois que si je passe le m à gauche, ça me fait m oméga qui est égal à qb0, c'est-à-dire m oméga sur qb0 qui est égal à 1. Et là, ça tombe bien, parce que j'ai m oméga sur qb0, tout ça, ça vaut 1. Et donc finalement, il ne reste plus grand-chose, il reste juste moins v0 sinus oméga t. Donc, finalement, si je simplifie tout ça, hop, si je réécris, donc là, comme on vient de le voir, m oméga sur qb0, tout ça, ça fait 1, donc ça s'en va, et donc il reste juste moins v0 sinus de oméga t, donc ça c'est vy de t, et ce que j'ai effacé juste avant, mais qu'on avait vu, c'est que vx de t est égal à v0 fois cos de oméga t.
Et ça c'est parfait, parce qu'on voit déjà que c'est homogène, parce que ça c'est une vitesse, ça c'est une vitesse aussi, donc c'est bien homogène. Et en plus, eh bien là on a trouvé le Vx, le Vy et le Vz, et donc avec tout ça, on va pouvoir trouver la vitesse tout court. Donc ça c'était le Vz. Donc, une fois que j'ai ça, en plus ici on voit quelque chose que normalement vous avez dû reconnaître, qui est un mouvement circulaire. Donc ça c'est parfait, et ça on va le redémontrer juste après. Donc si on fait déjà la vitesse de manière générale, on sait que la vitesse v est égale à, puisque v c'est vx, vy, vz, c'est racine de vx carré plus vy carré plus vz carré. Sauf que vx carré plus vy carré, c'est ça au carré plus ça au carré. Sauf que là, ça me donne v0 carré cos carré de oméga t. Et ici, vy, ça donne v0 carré fois sinus carré de oméga t. Et vz, on a vu que c'était constant. Ça valait v0z au carré. Racine de tout ça. Sauf que là, je vois que je peux factoriser par v0 carré. Ça donnera v0 carré, facteur de cos carré plus sinus carré. Mais cos carré plus sinus carré, ça fait 1. Donc ça se simplifie en v0 carré fois 1 et plus v0z au carré. Mais avec v0 et v0z qui sont des constantes, et donc ça veut dire que le v est constant. Donc là, je viens de prouver une des questions de l'énoncé qui était de montrer que la vitesse est constante. Alors au passage, petit aparté, mais très intéressant, c'est qu'on aurait pu aussi montrer ça via l'énergie, notamment le théorème de la puissance cinétique. Parce que le théorème de la puissance cinétique, je mets ici le TPC en abrégé, nous dit que la variation d'énergie cinétique par rapport au temps est égale à la somme des puissances. Sauf que ici, qu'est-ce qu'il y a comme puissance? C'est la puissance d'une force, mais la seule force qu'il y a, c'est la force de Lorentz, Q fois V vectoriel B. Et on sait que la puissance est égale à F scalaire V. Donc ici, ça me donnerait Q fois V vectoriel B. Donc ça, c'est la force vectorielle, la vitesse. Mais par définition, V vectoriel B, c'est orthogonal à V. Et donc là, j'ai un vecteur orthogonal à V, vectoriel V. Sauf qu'on sait que le produit vectoriel de deux vecteurs orthogonaux est égal à vecteur nul. Enfin, plutôt ici à 0. Parce que ici, c'est le produit scalaire par rapport du vectoriel. Hein. Donc là, c'est orthogonal à V, et ça, c'est V. Et donc, quelque chose d'orthogonal à V, scalaire V, ça donne bien évidemment 0. Donc là, ce que je viens de montrer, c'est que DEC sur DT est égal à 0. Or, donc ça veut dire que EC est égal à constante. Donc c'est-à-dire que l'énergie cinétique est égale à une constante K. Mais si l'énergie cinétique est constante, ça veut dire que la vitesse est constante. Donc ça, c'est une autre manière beaucoup plus rapide de montrer que la vitesse est constante, en utilisant le théorème de la puissance cinétique, en montrant que la variation d'énergie cinétique par rapport au temps est égale à 0, donc l'énergie cinétique est constante, et donc la vitesse est constante. Le souci, c'est qu'on ne sait pas quelle est cette constante en question, alors que là, j'ai démontré que cette constante, elle valait finalement ça, et ça, c'est quoi? Ça, c'est la vitesse initiale. Ce qui est logique, puisque si la vitesse est constante, c'est égal à la vitesse initiale. Et donc, ça veut dire que, eh bien là, la force qui est due au champ magnétique, elle ne va pas modifier la vitesse de la particule, elle va modifier la trajectoire de la particule. Alors justement, cette trajectoire, on n'en a pas encore parlé, mais on va voir quelle est la trajectoire. On a commencé un petit peu, puisqu'on a vu déjà le z de t. Donc z de t, c'est la position selon z, mais moi, il me manque la position selon x et selon y. Mais pour avoir la position en x et en y, c'est facile, puisque j'ai la vitesse. Et pour avoir la position, je sais qu'il faut que je fasse la primitive de la vitesse. Donc j'ai x de t qui est égal à la primitive par rapport au temps. Hop, je vais bien écrire. Qui est égal à la primitive de V0 cos oméga t. La primitive de V0 cos oméga t, je sais que c'est V0 fois sinus de oméga t divisé par oméga, plus une constante qu'on va appeler par exemple petit a. Et ce petit a, je vais le trouver tout de suite. En remplaçant t par 0, je sais que x de 0 est égal à sinus de 0, ça fait 0 plus a, donc ça fait a. Or, x de 0 est égal à 0, puisque initialement, je suis en position initiale nulle. Donc le petit a est égal à 0. Donc je vais le remplacer directement ici. Hein. Hop, j'ai petit a qui est égal à 0. Maintenant, on va passer au y. Même principe, je fais la primitive, donc ça fait y de t est égal.
Et donc la primitive de moins V0 sinus oméga t, ça c'est V0 cos de oméga t divisé par oméga, parce que la dérivée de cos oméga t c'est moins oméga sinus oméga t, et toujours plus une constante que je vais appeler par exemple petit b. Même principe, je remplace t par 0 pour avoir la constante. Par contre, cos de 0, ça fait 1. Donc là, ça fait V0 sur oméga plus b. Et tout ça est égal à 0, puisque y de 0, la position initiale, est égale à 0. Donc là, attention, ça veut dire que b est égal à moins V0 oméga. Contrairement à tout à l'heure, où le petit a était égal à 0. Donc c'est-à-dire que là, le petit b, il faut que je le remplace par moins V0 sur oméga, donc je vais le faire tout de suite, comme ça ce sera fait. Donc là, ça fait moins V0 sur oméga. Et donc j'ai y de t qui est égal à ça, et je peux factoriser par V0 sur oméga, ça donne V0 sur oméga, facteur de cos de oméga t moins 1. Donc voilà ce que je trouve finalement comme x et comme y. Alors je vais enlever les étapes intermédiaires pour avoir juste le résultat. Donc le résultat c'est ça. C'est que j'ai x qui est égal à ça et y qui est égal à ça. Or je sais que ça c'est l'équation d'un cercle. Alors pourquoi c'est l'équation d'un cercle? Tout simplement parce que, je vais réécrire en dessous le y, ce sera plus simple. Alors c'est l'équation d'un cercle, mais attention, il va falloir faire un changement de variable. Le changement de variable que je vais faire, c'est que je vais poser un grand y qui lui sera juste égal à cos oméga t, à v0 oméga cos oméga t. Là, si je le réécris différemment, je peux réécrire que y de t plus v0 sur oméga, plutôt que d'avoir factorisé si je passais à gauche, hein. Ça, c'est égal à v0 sur oméga cos de oméga t. Donc à ce moment-là, je vais poser grand X qui est égal à petit x, parce que là, il n'y a pas de décalage. Par contre, je vais poser grand Y qui est égal à Y plus V0 sur oméga. Et en faisant ça, j'ai grand X au carré plus grand Y au carré, qui est égal à ça au carré plus ça au carré, c'est-à-dire V0 carré sinus carré oméga t sur oméga carré, plus V0 carré sur oméga carré fois cos carré de oméga t. Et si je factorise par V0 carré sur oméga carré, donc ça fait facteur de sinus carré plus cos carré plus cos carré, ça fait 1. J'ai donc grand X carré plus grand Y carré qui est égal à ça, et ça, c'est une constante. Et je peux dire que ça, c'est R carré, avec grand R qui vaut V0 sur oméga. Et ça, ce sera du coup le rayon de mon cercle. C'est-à-dire, si je le trace, hop, donc je vais le tracer au-dessus. Si je le trace au-dessus, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, j'obtiens, alors je vais mettre dans le repère XY comme ça. Quel est le centre de mon cercle? Le centre de mon cercle, c'est le petit x qui vaut 0, parce que je rappelle que c'est la formule, c'est x, enfin c'est petit x moins xa au carré plus y moins petit b, on va dire. Enfin, c'est pas x, on va dire c'est x0. Hop. Et ici, moins y0 au carré qui est égal à r carré. Donc ça, c'est l'équation d'un cercle avec x0, y0 qui sont les coordonnées du centre du cercle. Et donc on voit que ici, ça c'est mon grand x, ça c'est mon grand y. Donc là, quand c'est petit x, bon, on a x0 qui vaut 0. Et par contre, ici, c'est moins y0. Alors attention, comme j'ai un plus, il faut faire moins. C'est-à-dire que le centre, c'est moins v0 sur oméga. Donc c'est-à-dire que le centre, il était ici. Donc ça, c'est moins v0 sur oméga. Et donc, j'ai un cercle de rayon v0 sur oméga qui est centré là-dessus. Alors, comme c'est v0 sur oméga, eh bien, il va passer par 0, puisque la distance entre là et là, c'est v0 sur oméga. Et donc, j'aurai, alors ça, je vais l'enlever pour qu'on voit bien, et donc j'aurai un cercle qui sera centré comme ça, sur moins v0 sur oméga. Donc là, je le mets ici, hein, ça c'est moins v0 sur oméga. Donc j'ai un cercle qui sera comme ça, centré ici, et je vais le faire un petit peu mieux, tac, voilà. Donc il sera centré en 0, moins v0 sur oméga. Alors attention, on va dire, bah tiens, oui, moins v0 sur oméga, c'est positif, donc, enfin c'est négatif à cause du moins, donc du coup c'est bien comme ça. Alors attention, faut pas oublier que dans l'oméga, c'est qb0 sur m. Mais du coup, le Q, lui, peut être négatif, mais là, j'ai pas dit que Q était positif ou négatif. Donc là, j'ai pris le cas où oméga était positif, c'est-à-dire Q positif. Donc quand Q est positif, à ce moment-là, je suis centré là-dessus. Alors que quand Q est négatif, je vais le faire ici, à ce moment-là, hop, comme ça,
quand Q est inférieur à 0, à ce moment-là, j'ai ici un oméga qui est négatif, et donc moins V0 sur oméga est positif, et donc j'ai la même chose mais finalement symétrique, et donc j'ai un cercle qui est comme ça, mais centré sur V0, enfin moins V0 sur oméga, mais qui est positif, avec toujours ici le Y et le X. Alors maintenant, on pourrait aussi s'intéresser au sens de parcours, parce que je pars, on a dit, de 0, donc c'est-à-dire du centre, mais est-ce que je vais dans ce sens-là, ou est-ce que je vais dans ce sens-là, donc dans le sens trigonométrique ou dans le sens des aiguilles d'une montre. Il faut regarder le x et le y, et je rappelle que petit x et petit y, donc petit x c'était v0 sur oméga cos de oméga t, non, sinus de oméga t, pardon, justement, alors que y c'était la même chose, mais avec cos de oméga t. Alors, ce qui est important de voir ici, c'est que at égale 0, donc j'ai x qui vaut 0 et y qui vaut v0 sur oméga, mais le x est un sinus. Or, le sinus, je rappelle la courbe de sinus, ça part de 0, ça monte, ça descend, ça monte, etc. Ça, c'est sinus. Donc je vois que le sinus, il augmente, puis il diminue, et il réaugmente. Donc si je suis là et que le x, au début, il augmente, donc c'est-à-dire que je vais comme ça, ensuite je rediminue, et après je reviens au point de départ. Donc apparemment, je tourne comme ça, puisque le x au début, il augmente en partant d'ici, ce qui est confirmé par le fait que y est égal à ça, un cosinus. Or, cosinus, c'est l'inverse, ça part ici de 1, et après, ça descend, et après, hop, ça remonte, ça redescend, etc., etc. Donc je vois que là, je suis maximum. D'abord, je descends. Donc en effet, on voit qu'ici, le y descend, et ensuite, quand je tourne comme ça, le y, il descend, et puis après, le y, il va remonter. Donc c'est normal, le y, il descend, et après, le y, il remonte. Donc c'est tout à fait logique d'avoir un sens de parcours qui est comme ça. Alors en tout cas ici, parce qu'attention, si on fait le même principe là, la particularité c'est que j'ai le sinus toujours qui va augmenter, donc le x qui va augmenter, mais si x augmente, ça veut dire que je vais vers la droite, donc ça veut dire que je vais tourner dans ce sens-là. Et le y, lui, va diminuer, mais attention, il diminue, mais avec v0 sur oméga qui est négatif, donc c'est-à-dire qu'en fait, il va augmenter. Et donc en effet, le y, au début, il augmente, et donc il tourne bien dans ce sens-là. Et donc voilà la petite subtilité par rapport au sens de parcours. Alors attention, ça c'est dans le repère xy, mais il ne faut pas oublier que moi, il y avait le z aussi. Donc si je le fais en 3D, et on va terminer là-dessus, donc si je le fais en 3D, maintenant j'ai plus besoin de tout ça. Je vais juste vous expliquer le principe sur la 3D. C'est que si j'ai comme ça mon repère x, y, z, donc je refais le même que celui qui est en haut, d'accord, hop, mais sauf qu'attention, j'ai le x ici, le y là et le z là. Donc on va faire le cas où Q est positif. Quand Q est positif, on voyait que le centre il était en x égale 0, mais y égale moins v0 sur oméga. Donc là, il faut que je prolonge un petit peu. Donc là, imaginons que j'ai moins v0 sur oméga. Je vais avoir à ce moment-là, si on le fait en 3D, mon cercle qui sera à peu près comme ça, on va dire. Bon, c'est vraiment de l'à peu près. Et du coup, je vais le parcourir d'abord avec les x qui augmentent, c'est-à-dire je vais le parcourir dans ce sens-là. D'accord ? Il faut bien voir que ça, c'est la vue du dessus de ça. Et attention, il ne faut pas oublier que le z, lui, augmente aussi, parce que c'est v0z fois t, et donc finalement, je vais parcourir comme ça, mais en montant, et donc qu'est-ce que ça va me donner ? Et bien ça va me donner, comme ça, une hélice, tout simplement, donc qui sera parcourue dans ce sens-là, puisque je tourne selon un cercle, mais avec le z qui monte de plus en plus, de plus en plus. Donc ça, c'est dans le cas où Q est positif. Par contre, dans le cas où Q est négatif, c'est le même et qui est centré sur moins V0 sur oméga, mais qui est positif cette fois-ci. Donc j'aurai toujours le cercle là qui sera à peu près, on va dire, comme ça. Donc là, on va dire que c'est plutôt centré ici. Et à ce moment-là, même principe. Au début, le x augmente. Donc là, cette fois-ci, je le parcours dans ce sens-là. Et toujours en montant. Donc en fait, je vais faire comme ça une hélice qui va monter dans ce sens-là. Donc là, attention, c'est deux cas différents, j'ai pas les deux cas en même temps. Soit la particule est chargée positivement et je ferai une hélice dans ce sens-là, soit négativement, et à ce moment-là, je ferai une hélice dans ce sens-là. Alors attention, je fais une hélice, mais toute l'hélice est basée sur V0z fois t, sauf que V0z, faut pas oublier que c'est la vitesse initiale selon z, c'est-à-dire que si initialement je n'ai pas de vitesse initiale selon z, et bien tout ça, ça vaudra 0, le z vaudra 0, et à ce moment-là, je n'aurai que le mouvement dans le plan xy, c'est-à-dire que j'aurai le cercle, mais juste le cercle des oscillations qui seront du coup planes selon un cercle
Et à ce moment-là, c'est possible d'avoir cet exercice-là, hein. C'est exactement le même, sauf qu'on ne fait pas la coordonnée selon z, ça vaut 0. Ce serait exactement le même exercice, mais là j'ai fait l'exercice plus intéressant où on rajoute du z. À ce moment-là, on a vu la seule différence, c'est que j'ai un v0z, et donc un vz, et donc un z de t, ce qui va donner une ellipse, enfin plutôt une hélice, pardon. Et, mais voilà un petit peu l'idée. Et vous comprenez pourquoi aussi j'ai marqué V0x, j'ai noté V0, parce qu'on voit qu'il y a du V02 partout. Donc pour simplifier, plutôt que de noter V0x, j'ai mis V0, c'est quand même beaucoup plus simple. Et bien penser que le oméga, dans oméga, il y a du Q, QB0 sur M. Alors, évidemment, si jamais Q est négatif, comme comment dire, la pulsation est positive, à ce moment-là, j'aurai un souci. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on peut très bien prendre le oméga qui est égal à la valeur absolue de QB0 sur M, ce qui changeait à tout le raisonnement avant, parce que comme on avait vu, on avait oméga carré, parce qu'en fait, on avait Q carré, B0 carré sur M. Donc, c'est vrai que j'avais dit oméga carré, c'est ça, et donc oméga, c'est racine de ça. Sauf qu'attention, le Q, s'il est négatif, il y a un souci. Et donc, à ce moment-là, bah, pas de problème, je prends la valeur absolue, et à ce moment-là, bah, j'ai bien exactement la même chose. Voilà un petit peu tout ce qu'on peut dire sur cet exercice, mais en tout cas ce qui est important c'est vraiment de voir ces deux cas-là, la résolution de l'équation différentielle, les petits changements de variables comme ici, et à ce moment-là bah, on arrive au résultat qu'on veut. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo, si c'est le cas n'hésite pas à liker, à t'abonner et à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice ainsi que vers d'autres exercices similaires. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où tu peux soutenir Méthode Maths, et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.